Tidiane Thiam, clandestin à la présidentielle. Oh, Tidiane Thiam, clandestin à la présidentielle 2020. Il est clandestin, ce mec? Tidiane Thiam, lui, il est clandestin à la présidentielle? Mais c'est une blague. Ben écoutez, il n'est pas le seul, hein, parce que s'il est clandestin, moi aussi j'ai été clandestine. Et attendez, écoutez, je vais vous raconter mon histoire. Bonjour tout le monde, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Alors ce matin, je vais parler de deux sujets. Donc j'annonce les sujets. Le premier sujet c'est Tidiane Thiam et le deuxième sujet c'est la clandestinité. Voilà. La clandestinité parce que c'est un sujet auquel j'ai moi-même été confrontée et c'est pour cette raison que j'ai plaisir à en parler. Alors Tidiane Thiam, enfin... paraît-il qu'il se présente aux élections présidentielles 2020, mais point d'interrogation. Est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'il ne se présente pas? Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il ne viendra pas? Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'il ne reviendra pas? Est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il ne vient pas? Peut-être qu'il va venir, peut-être qu'il est là, peut-être qu'il n'est pas là, mais peut-être qu'il ne sera pas là, mais qu'il sera là, on ne sait pas. Aucune confirmation. Dans tous les cas, si vraiment il se présente, je tiens à le féliciter, parce que je trouve qu'il est très courageux de se présenter. Parce que figurez-vous que quand j'ai vu toutes les insultes, mais c'est horrible, quand j'ai vu toutes les insultes qu'il a reçues sur les réseaux sociaux, des trucs mais à tomber par terre, je vous avoue qu'il y a très peu de personnes qui auraient le courage d'aller se présenter avec toutes ces insultes déjà qu'il a reçues. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal de personnes déjà qui ont essayé de l'intimider, qui ont pensé peut-être qu'ils allaient faire de la pression politique. Mais non, je pense que cet homme-là, c'est un homme quand même qui est courageux, c'est un homme qui est brave, c'est un homme qui n'a pas peur. Et je pense que ce n'est pas des intimidations, ce n'est pas des insultes qui va l'empêcher de se présenter. En tout cas, je ne sais pas s'il se présente, mais s'il se présente vraiment, je le félicite pour son courage. Et il a aussi la chance d'avoir bien sûr une sœur qui le soutient. Et c'est une bonne action, c'est très bien. Et voilà. Et donc j'aurai l'occasion de parler du parcours exceptionnel de Tidiane Thiam, parce que c'est vrai qu'il faut dire qu'il a un parcours professionnel vraiment exceptionnel. Et sur son parcours, il a dû affronter, pas mal de dilemmes, pas mal de situations difficiles. Donc c'est un homme quand même qui a l'habitude de gérer des cas difficiles, et donc c'est très bien. Et j'aurai l'occasion de parler de son parcours dans une prochaine vidéo, mais là maintenant, je vais passer au sujet de la clandestinité. Alors sachez que si Tidiane Thiam est clandestin, aux élections présidentielles 2020, et bien sachez que moi aussi j'ai été clandestine. Et écoutez, je vais vous raconter mon histoire, c'est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la clandestinité en général et de ma clandestinité, parce que ma clandestinité, j'en ai vraiment souffert, je vous assure. Et ma clandestinité, elle a commencé, j'étais jeune, j'avais 6 ans. Et c'est très difficile quand on est une petite gamine de 6 ans et on se demande ce qui se passe, on ne comprend pas trop. Alors, je vais commencer d'abord par vous dire que la clandestinité, ça peut toucher tout le monde. La clandestinité, c'est pas une question d'être sans papier. Et si la clandestinité, ça peut toucher les anciens ministres, si la clandestinité peut toucher des ministres, des anciens ministres, si ça peut toucher des anciens présidents ou des présidents, si la clandestinité, ça peut toucher des hommes politiques, sachez que ça ne touche pas seulement que les hommes politiques. La clandestinité, ça touche aussi des élèves qui ne font pas de politique, des élèves qui sont, des élèves tout simplement qui sont à l'école, qui vont au lycée, qui étudient, qui n'ont rien à voir avec la politique, des élèves qui ne sont pas ministres, des élèves qui ne sont pas présidents, des élèves qui ne sont pas directeurs d'associations politiques ou n'importe quoi. Donc moi, ma clandestinité, elle a commencé quand j'étais jeune, j'avais, je dirais, 5-6 ans.
Et à l'époque, au fait, c'est mon père qui allait à des réunions clandestines du FPI, parce que mon père, à l'époque, était dans l'opposition au FPI. Et vous savez qu'à l'époque, le FPI, c'est un parti qui était vraiment clandestin. Être au FPI, à l'époque, c'était vraiment, t'étais un gangster, t'étais un troubleur d'ordre public. Mais vraiment, c'était vraiment les révolutionnaires, les gars qui voulaient rien savoir, c'était les têtes bornées, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, l'image qu'on avait de FPI, c'était vraiment, mais pas possible. Bon, ça s'est arrangé un peu, même si c'est pas complètement, mais c'est vrai qu'à l'époque, vous imaginez, quand vous êtes une gamine de 5 ans, 6 ans, et qu'il y a le PDCI qui est au pouvoir, et que vous avez un père qui est au FPI, déjà, vous perdez toutes vos copines, parce que la plupart de mes copines à l'époque, leur père était au PDCI, et donc mon père faisait partie de ces clandestins, soi-disant révolutionnaires contre le régime. Alors imaginez déjà que je perds mes copines, j'ai des voisines qui me font la gueule, des petites voisines de mon âge, des petites voisines qui ont 5 ans, qui ont 6 ans, qui me font la tête, la gueule, qui ne me parlent plus. Et moi, je ne comprends pas, parce que mon père ne m'a pas prévenu. Mon père va aux réunions en cachette du FPI, et moi, je ne suis pas au courant, parce que je suis un enfant, je ne sais rien de ce qu'il fait. Et je ne comprends pas, je vois des gamines qui ne me parlent plus, je vais aux anniversaires, il y a des adultes qui me tournent le dos. Aux anniversaires, les enfants sont interdits de jouer avec moi, donc je me retrouve toute seule dans mon coin comme une clandestine. Je suis là aux anniversaires, je n'ai personne, je ne peux parler avec personne, je suis là comme ça, je suis complètement rejetée, je n'ai pas le droit de participer aux jeux avec les enfants aux anniversaires. Et là, je ne comprends pas. Et là, j'arrive à me regarder dans le miroir et je me dis, mais Lucie, tu es normale, tu es un enfant normal comme les autres, qu'est-ce que tu as? Pourquoi les enfants te fuient? Pourquoi les enfants ne discutent pas avec toi? Pourquoi les enfants, quand tu vas à des anniversaires, les parents leur interdisent de jouer avec toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et alors là, au fait, ça va être un processus très long, parce que là, je commence à penser que je suis une extraterrestre ou que j'arrive d'une autre planète, je me pose la question et je ne sais pas. Voilà. En même temps, je vois qu'il y a des enfants qui me ressemblent et qui ne sont pas forcément différents de moi, quelles que soient leurs origines et quelle que soit leur couleur de peau. Et là, donc, du coup, je commence à me poser des questions. Je me dis, mais Lucie, mais tu arrives de quelle planète? Tu es de Mars, de Pluton ou de la Terre? Point d'interrogation. Alors, je continue la suite. C'est parti. Alors, ensuite va venir la deuxième période, mais vraiment la deuxième période pénible. Ce sont les propriétaires, parce que à l'époque, mon père, au fait, a construit dans son village, il a construit bien sûr pour ses frères, donc ses frères disposent d'un immeuble, voilà, c'est bien, et nous sommes en location. Ben oui, parce que mon père, lui, il n'a rien prévu pour lui, il a construit pour ses frères, il n'a rien prévu pour lui, donc nous sommes en location à l'époque, et à chaque fois que le propriétaire apprend que mon père est dans un parti d'opposition, qu'il est au FPI et un opposant au régime, alors là, on se fait chasser du logement. Donc on a été comme ça plusieurs fois chassés par des propriétaires, chassés de nos logements. Et moi j'en avais marre parce que voilà, je me suis dit mais j'en ai marre de déménager, je suis un enfant, j'en ai marre, je n'en peux plus, je n'aime pas les déménagements, je déteste les déménagements. Bon, Dieu merci que ça s'est calmé après, par la suite. Aujourd'hui, là, ça fait 20 ans que je suis là où je suis. Voilà, je déménage plus comme avant, ça a changé parce que là, j'en avais marre. Les déménagements, c'était ras-le-bol. Et alors, après, alors là, le grandiose, le summum de mon parcours, c'est mon entrée au lycée Jean Mermoz. Mon entrée au lycée Jean Mermoz. Alors là, ça va être la surprise. Je rentre au lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire. Alors, je rappelle que le lycée Jean Mermoz, c'est un lycée qui a été créé après l'indépendance par le PDCI RDA et qui est devenu ensuite français plus tard et rattaché à l'Académie de Nice. Alors, le grandiose, mais le summum, c'est le lycée Jean Mermoz. Je rentre au lycée Jean Mermoz, je rencontre Monsieur Padovani, Madame Padovani, il n'y a pas de souci. Madame Padovani est sympa, il n'y a pas de problème. Monsieur Padovani, ça passe super bien, franchement, il m'apprécie beaucoup. D'ailleurs, il y a des professeurs qui sont jaloux, je ne veux pas citer de nom, mais il y a des profs qui m'emmerdent, des professeurs qui m'emmerdent parce que Padovani m'aime bien. Je suis la chouchoute au fait de Padovani. Padovani m'adore et là, il y a des professeurs qui commencent à m'harceler, des professeurs qui commencent à m'emmerder à Mermoz parce que des professeurs qui ne supportent pas que Padovani m'aime bien, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je ne mériterais pas d'être appréciée par Padovani, j'en sais rien. Et en plus, je suis plutôt calme. À l'époque, je ne parle pas beaucoup. Même si vous voyez qu'aujourd'hui, je suis bavarde. Aujourd'hui, je vais parler pendant des heures. Mais à l'époque, je suis plutôt timide, dans mon coin. Je suis l'élève la plus calme du lycée Jean Mermoz. On ne m'entend pas. Je suis dans mon coin.
Pour que je parle, il faut vraiment venir me poser des questions, me dire, ah ben tiens Lucie, ça va ce matin, hein, raconte-moi ta journée. Mais sinon, je ne parle pas, je suis dans mon coin. Ben, c'est-à-dire qu'au fait, je suis dans mon coin déjà, parce qu'il y a des professeurs qui m'emmerdent, des profs qui m'harcèlent, et en plus qui profitent que mon père est dans un parti d'opposition pour m'emmerder encore plus. Et là, du coup, je commence à me recroqueviller, à me refermer sur moi. Je ne parle plus, mais je ne parle plus. Je suis complètement fermée. Mais j'arrive même plus à communiquer, c'est pas possible. Et ce qui fait au fait que je n'arrive pas à communiquer, c'est qu'il y a des personnes, des professeurs qui commencent à interdire aux élèves de me parler. Donc il y a des élèves qui n'ont pas le droit de me parler, des élèves qui n'ont pas le droit de m'approcher, qui n'ont pas le droit de me parler. Après, c'est un truc aussi politique, parce que j'ai un père, voilà, un père qui est un opposant à l'époque, comme je le dis, qui est un opposant au président Houphouët et un opposant au régime en place PDCI. Et donc je suis très mal vue, mais très très mal vue, voilà. Dieu merci quand même, il y a mon directeur Pierre Padovani qui m'apprécie quand même et qui lui est un homme intelligent, qui ne tient pas compte de tout ça et qui m'apprécie, donc ça m'aide vraiment beaucoup. Je le dis, ça m'aide moralement. Alors continuons la suite. Je vais découvrir bientôt, que je ne suis pas la seule clandestine à Mermoz. Parce que si je suis clandestine à Mermoz, que les élèves n'ont pas le droit de m'approcher et de me parler, parce que mon père est au FPI, je ne suis pas la seule clandestine. Il y a une autre clandestine qui va arriver bientôt à Mermoz. Découvrez la photo, je vous présente la deuxième clandestine du lycée Jean Mermoz. C'est parti! Alors, donc comme je vous ai dit, mon passage au lycée Jean Mermoz, au lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire, c'est un passage grandiose. Alors je continue l'histoire, vous allez voir la suite de mon parcours au lycée Jean Mermoz. Alors, au fait, un matin, je suis en cours et il y a une élève qui est arrivée depuis un moment, il y a une élève qui est arrivée de façon clandestine, c'est-à-dire que je ne l'ai même pas vue cette élève, je ne l'ai pas vraiment remarqué, j'ai pas fait attention, mais quand même quelques jours après, enfin je sais pas, mais j'ai remarqué quand même qu'il y avait une élève qui était sur ma gauche. Et alors bizarrement, elle n'a vu que moi, elle n'a vu personne dans la classe et c'est moi qu'elle a vu. Bon, je ne sais pas pourquoi. Enfin, tant mieux pour moi. Et je vois Clarissa, en fait, cette élève, elle s'appelle Clarissa Ouichema. Elle est arrivée comme une clandestine à Mermoz de façon très discrète. Personne ne l'a remarquée. Personne même n'a vu que Clarissa n'était pas ivoirienne parce qu'au fait, elle arrivait d'un pays d'Afrique de l'Est. Mais bon, comme elle est noire, voilà, donc voilà, on ne sait pas trop, hein, parce que vous savez, bon, c'est pas écrit sur son front non plus, je ne suis pas, hein. Donc, voilà, donc Clarissa, au fait, débarque. Elle vient vers moi et elle me dit, alors au fait, ce qui m'a étonnée, c'est qu'elle connaissait mon nom. Elle savait que je m'appelais Lucie, je ne sais pas comment, parce que moi, je ne lui ai pas parlé. Et elle savait que je m'appelle Lucie. Elle arrive. Bonjour Lucie, tu pourrais me donner ton cahier? J'ai besoin pour noter. Oh là là, mon Dieu, je dis, mais où elle me connaît cette fille? Elle sait que je m'appelle Lucie. Elle me demande mon cahier en cours, mais elle sort d'où cette fille? Mais comment elle me connaît? Alors au fait, Clarissa est arrivée. Alors Clarissa, c'est une Rwandaise. C'est une Rwandaise clandestine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Elle est clandestine, au fait, Clarissa est clandestine parce qu'elle était au Rwanda et elle a fui dans plusieurs pays et ensuite elle s'est réfugiée en Côte d'Ivoire, donc le plus loin possible. Et Clarissa, au fait, est issue d'un couple mixte. C'est une métisse, son papa est Hutu et sa maman est Tutsi.
Et comme à l'époque au Rwanda, les mariages mixtes, les mariages métissés entre Hutu et Tutsi étaient interdits. C'était vraiment, tu étais Tutsi, t'épousais un Hutu, vraiment, voilà. Ou tu étais Hutu, tu épousais un Tutsi, t'étais vraiment considéré comme un traître, comme une, enfin, comme, voilà. Et donc les mariages, les métissages, voilà, étaient interdits. Donc c'est vrai que les mariages mixtes c'est bien, mais les mariages mixtes des fois c'est pas toujours facile. Il faut vraiment être solide moralement pour gérer tout ça parce que c'est pas évident. Et moi j'en sais quelque chose puisque moi je suis issue d'un mariage mixte. Donc je suis aussi assez bien placée pour savoir que les mariages mixtes c'est très bien, mais c'est pas facile. Des deux côtés c'est, voilà, il faut savoir gérer, il faut être solide moralement et vraiment il faut avoir du cran. Mais quand on est capable, c'est bien. Et donc Clarissa arrive comme une clandestine. Personne ne connaît Clarissa. Personne ne sait qu'elle est rwandaise. Je suis la seule. Dans mes cours et dans le lycée Jean Mermoz, je suis la seule à savoir que c'est une rwandaise. C'est une Tutsi. Sa maman est Tutsi. Et au fait, Clarissa, elle se cache. Elle ne parle à personne. Elle ne parle à personne au fait. Et elle se cache parce qu'elle est obligée de se cacher. C'était à l'époque, c'était en 1996-95. À l'époque, au fait, où les Tutsis étaient recherchés. Donc elle, franchement, Clarissa, elle se cache. Elle ne parle qu'à moi. Je suis la seule à lui avoir parlé dans tout Mermoz. J'étais la seule à être vraiment avec elle. Donc Clarissa et moi, on reste pendant 2 ans, on est ensemble, on fait plein de choses ensemble, on se voit, on fait des promenades, on fait du sport, plein de choses ensemble. Mais on n'a vraiment pas envie de rigoler parce que vu ce qui se passe à l'époque, on n'a vraiment pas envie de rire. Clarissa et moi, on est aussi dans le recueillement et tout, puisque Clarissa a perdu toute sa famille. Du côté de sa maman, du côté de sa mère, Clarissa n'a plus de famille, elle n'a plus personne. Donc Clarissa et moi, on est dans le recueillement, on est vraiment dans le deuil. Et 2 ans après, ça passe et Clarissa est obligée de partir au Canada puisque son père a décidé de s'enfuir au Canada. Donc il a décidé vraiment de partir avec sa famille au Canada, de s'installer au Canada. Et donc Clarissa part au Canada et je dis adieu à Clarissa. Et donc Clarissa disparaît et plus de Clarissa. Alors je me retrouve toute seule, voilà. Après, j'ai affaire à des filles qui font semblant de m'accepter, des filles dont les parents sont au PDCI. Donc au départ, ouais Lucie, nanana, on t'aime bien, ça fait semblant de m'accepter. Mais après, quand ça apprend que le père est au FBI, c'est terminé. Alors là, ça ne peut pas m'accepter. Ben écoutez, je vais pas vous forcer, hein. Voilà. Et en même temps, j'ai pas appuyé sur un bouton pour que mon père soit au FBI. Moi, hein, je suis venue comme ça sur la terre, j'ai pas décidé de ma route, donc voilà. Alors, c'est pas terminé, je vous le dis, c'est pas terminé. On continue la séquence lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire. Avenue Jean Mermoz. Alors, ben, c'est pas terminé, ça continue. Alors maintenant, alors là, cette fois-ci, écoutez bien. Alors là, franchement, un truc, mais à tomber par terre. Alors tout d'un coup, il y a un gars qui débouche, je sais pas d'où il vient. Il y a un gars qui se balade, qui arrête pas de se balader, où il y a les vitres, où il y a les classes, là, il y a un gars qui arrête pas de passer avec ses lunettes. Je dis, mais qui c'est ce mec? Il arrête pas de passer, il fait les va-et-vient. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Après, j'entends un élève que je connais qui était dans ma classe. J'entends un élève qui crie, tiens! Je regarde. Je me pose des questions parce qu'à l'époque, il y avait un ministre qui s'appelait Thiam. Je sais qu'il y avait un ministre au bureau d'études, qui s'appelait Thiam. Alors j'ai fait une relation, je me dis, mais il est parenté à Thiam, lui. Il est parenté au ministre. Alors soit c'est son cousin, soit c'est son neveu ou c'est son fils. Mais je savais pas exactement qui c'était. En plus qu'on ne se parlait pas vraiment, donc voilà. Et mon père étant un opposant, bien sûr, au régime Moufouette, donc imaginez un peu. Et après, au fait, le mec... Alors, un après-midi, j'étais en cours. Un après-midi, quelque temps après ça, j'étais en cours. Alors là, je lui avais pas parlé. Hein. On ne se parlait pas du tout parce que, de toute façon, on n'avait pas le droit de se parler. Donc, un après-midi, je descends et je vois ce mec-là avec ses lunettes-là. Alors, ça doit être... Peut-être c'est un neveu à Thiam, je sais pas. C'est soit son cousin ou son neveu ou son fils, j'en sais rien. Je vois un gars... Avec ses lunettes, il était en train de m'attendre, il m'attendait au rez-de-chaussée. Alors je descends, j'ai été surprise parce que je me retrouve nez à nez avec ce type. Et en plus, je ne le connais pas, quoi, on n'a jamais discuté. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut ce mec? Alors je me retrouve nez à nez avec ce mec.
Alors je le regarde, ben, je sais pas quoi lui dire. J'ai l'air d'une imbécile, mais une imbécile. Alors à l'époque j'avais 16 ans, oui je crois j'avais 16 ans, mais j'ai l'air d'une idiote. Je le regarde, je me retrouve nez à nez avec ce mec que je connais pas. Je sais que c'est un neveu à Thiam ou c'est son cousin, je sais pas quoi. Et en plus, bon, mon père est dans l'opposition, donc imaginez, moi je le fréquente pas, ce mec, je le connais pas. Je me retrouve nez à nez avec lui, mais au fait il m'attendait parce que c'est pas possible. C'est pas possible qu'il était là, et en plus il y avait personne, il était tout seul. Donc là j'ai compris que le gars il m'attendait. Mais j'étais plantée comme une imbécile. Je savais pas quoi dire, j'ai regardé, j'étais comme ça, je me rappelle, je savais pas quoi dire. Je vous raconte pas la suite parce que ça ne vous regarde pas, hein. Et en plus, j'ai pas envie d'aller en prison, ok? Donc je ne vous raconte pas la suite, ça ne vous regarde pas. Alors après le mec, il prend la fuite. Mais alors le mec, il a disparu avec ses lunettes, il a disparu. Mais quand je dis disparu, je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu, le mec. Je ne l'ai jamais revu. Il a disparu. Mais quand je dis disparu, c'est que je le voyais même plus, même dans le couloir, à la récréation, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas où il est passé. Est-ce qu'il a été enlevé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne l'ai plus jamais revu. Mais c'est juste une histoire de malade. C'est une histoire de dingue. Alors, c'est pour ça que je vous dis que le lycée Jean Mermoz, pour moi, c'est le summum. Mais alors là, c'est le summum. Alors après, il y a un ami à ce type-là qui n'arrête pas de me suivre partout, tout ça. Il n'arrête pas d'être avec moi à la récréation. J'ai l'impression qu'il me surveille. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le mec, il est toujours avec moi. Bon, c'est sympa en même temps, hein, c'est pas déplaisant. Et après, je commence à me faire harceler par une prof. Je ne vais pas citer le nom. Hein, je ne cite pas le nom de la prof. Je ne sais pas ce qui m'arrive parce que je commence à me faire emmerder par une prof qui n'arrête pas de me casser, de me mettre des sales notes. Et après, je me fais ficher. Alors là, c'était au bac. Je me fais ficher avec un numéro 13. Je me fais ficher avec un numéro 13. Je dis au revoir à son ami parce que bon, on a eu notre bac. Et le jour de l'examen, je passe avec son ami et son ami se tape un 2 sur 20. Un 2 sur 20. Alors, son ami, au fait, il sort, il me dit, mais c'est pas possible. Mais elle est complètement tarée, cette prof. Elle m'a mis 2 sur 20. Et moi, je le regarde, je dis, 2 sur 20 2 sur 20 à ton bac, à ton oral. Mais c'est une blague. Non, mais attends, mais ça fonctionne chez elle, cette femme. Ça fonctionne, là, parce que là, franchement, elle a un grave problème. Bonjour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Activez la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je me présente Lucie, je suis franco-ivoirienne. Je suis à Caen des côtes lagunaires, à Thiers, Mélangé et Briey. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon frère à Caen, Tidiane. Mon frère ivoirien, oui, mon frère à Caen, Tidiane. Moi, je ne suis pas baoulée, je suis à Thiers, Mélangé et Briey. Mais Tidiane est mon frère à Caen et donc aujourd'hui je vais vous parler de mon frère à Caen. Nous les Akans de la Côte d'Ivoire, nous sommes frères avec les personnes de toutes les régions de Côte d'Ivoire, tout simplement parce que la Côte d'Ivoire est un pays de multiculturalité. La Côte d'Ivoire est un pays de multiculturalité, la Côte d'Ivoire est un pays de mélange, un pays de brassage. Et donc oui, nous les Akans, nous sommes les frères et sœurs de toutes les régions de Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire c'est un métissage, c'est un mélange. Et nous les Akans, oui, dans le sud de la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de ce brassage, de ce mélange et de cette rencontre de culture. Aujourd'hui, j'ai pensé à une personne. Aujourd'hui, oui, j'ai pensé à une personne. J'ai beaucoup pensé à une personne aujourd'hui. Et cette personne à qui j'ai beaucoup pensé et dont l'esprit aussi a beaucoup pensé à moi, c'est une personne, vraiment, c'est une personne qui m'a été proche. Une personne qui m'a été proche pendant des années au lycée Jean Mermoz. Et cette personne, c'est Pierre Padovani.
Pierre Padovani, le directeur du lycée Jean Mermoz. Donc aujourd'hui, j'aimerais rendre un hommage à Pierre Padovani. J'aimerais rendre un grand hommage à Pierre Padovani, le directeur du lycée Jean Mermoz en Côte d'Ivoire. Et si vous voulez vous joindre par la pensée avec moi pour rendre hommage à Pierre Padovani, vous pouvez le faire. Pierre Padovani était un homme exceptionnel, un homme très investi pour nous au lycée Jean Mermoz. Pierre Padovani œuvrait dans le sens qu'il souhaitait vraiment que tous les élèves de Mermoz soient traités avec égalité, avec les mêmes chances, et que tous les élèves de Mermoz réussissent. Voilà, quelles que soient les circonstances et quelles que soient les conditions. Et ça, c'était les valeurs morales de Pierre Padovani, c'est l'égalité. Le droit à tous de pouvoir faire des études, le droit à tous de pouvoir obtenir des diplômes, le droit à tous de pouvoir travailler et de pouvoir gagner sa vie. Et donc ça, c'était les valeurs de Pierre Padovani. Et Pierre Padovani était un grand homme, un homme exceptionnel, très investi dans son lycée. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Pierre Padovani habitait dans le lycée Jean Mermoz avec son épouse Geneviève Padovani. Avec son épouse Geneviève Padovani, Pierre Padovani habitait dans le lycée Jean Mermoz tellement il aimait son métier de gérant-directeur et tellement cet homme était vraiment investi dans son travail et dans son métier de gérant et de directeur. Vous voulez vous comparer à Pierre Padovani? Vous voulez vous comparer à Pierre Padovani? Vous, la bande de racailles qui m'avait fiché, la bande de racailles du lycée Jean Mermoz qui m'avait fiché avec un numéro 13, comme on fiche les vaches et les moutons dans les prairies, jusqu'à envoyer mon dossier en France, me casser sur mes 3 années à la fac, jusqu'à me pister sur mes lieux de travail, me casser partout, m'emmerder à plus de 30 ans d'âge. Oui, m'emmerder à plus de 30 ans d'âge, me casser partout, sur tous mes lieux de travail, me casser partout, me pressuriser à plus de 30 ans d'âge, et vous osez vous comparer à Pierre Padovani, mais vous êtes sûr que ça fonctionne chez vous? Parce que là, vous avez un grand problème. Et je vais vous dire, n'essayez pas de vous comparer à Pierre Padovani, parce que Pierre Padovani est trop grand pour vous. Oui, Pierre Padovani est trop grand. Et si vous vous prenez pour des seigneurs, je vais vous dire, vous n'êtes pas des seigneurs. Vous êtes très loin d'être des seigneurs. Oui, vous êtes très loin d'être des seigneurs. Vous êtes à 10 000 pieds d'être des seigneurs et à 10 000 pieds d'être à la hauteur de Pierre Padovani. Oui, moi je vous le dis carrément. Et à côté de Pierre Padovani, vous êtes des gens de rien du tout, des minables. Vous n'arrivez pas à la cheville de Pierre Padovani, vous êtes des minables. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez un grave problème. Et votre problème, c'est que vous vous intéressez aux gens pour les casser. Vous êtes venu sur la terre pour casser les gens. Quand vous vous intéressez à une personne, quand vous vous rapprochez d'une personne, c'est pour casser la personne. Alors que moi, je vais vous dire, moi, quand je m'intéresse à une personne, c'est pour aider cette personne. C'est pour que cette personne réussisse. C'est dans l'intérêt de cette personne. Quand je m'intéresse à une personne, c'est pour faire avancer une personne, pour que la personne réussisse. Et même si je n'ai pas toutes les possibilités, le peu que j'ai, j'investis pour aider cette personne. Mais vous, par contre, vous n'aidez pas les gens. Voilà, vous êtes là pour casser les gens. Vous n'aidez pas les gens, vous êtes là pour casser les gens. Donc ça veut dire que vous êtes des minables, des gens de rien du tout, vous n'avez rien dans la tête. Et en plus, vous vous dites du lycée Jean Mermoz et vous osez vous comparer à Pierre Padovani. Et là, vraiment, votre état m'inquiète et vous avez un grave problème. Oui, un grave problème. Alors, vous me fichez avec un numéro 13 depuis la Côte d'Ivoire. Vous envoyez mon dossier à l'université en France. Vous me cassez sur mes 3 années alors que j'ai de très bonnes notes. Je suis une très bonne élève, j'ai de très bonnes notes à la fac, à l'université. Et mes examens ne sont jamais pareils, parce qu'aux examens, je suis cassée. Aux examens, je n'ai pas les mêmes notes que j'ai dans l'année. Alors donc, vous me cassez à la fac, vous me pressurisez à la fac. Ensuite, vous m'espionnez avec vos correspondants ici en France. Vous m'espionnez, vous me cassez dans tous les services à plus de 30 ans d'âge. Et là, vous êtes fiers. Vous êtes fiers d'être du lycée Jean Mermoz. Eh bien, je suis désolée, mais vous n'êtes pas des Mermoziens, vous êtes des minables, des gens de rien du tout. Et ne parlez pas de Pierre Padovani, ne gâtez pas le nom de Pierre Padovani en Côte d'Ivoire, parce que Pierre Padovani est un homme très connu en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens savent. Vous avez peur que Tidiane Thiam arrive en Côte d'Ivoire, vous avez peur que Tidiane Thiam se présente à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez peur. Et votre psychose arrive à un tel stade
que vous avez même peur que le gars aille sur la tombe de sa maman. C'est-à-dire que le gars ne peut même pas aller sur la tombe de sa mère. Ça devient de la folie. Votre histoire, ça devient de la folie. Non seulement vous avez peur qu'il arrive en Côte d'Ivoire, et vous avez peur qu'il aille sur la tombe de sa maman. Et je vais vous dire, quand j'étais au lycée Jean Mermoz, quand vous étiez en train de marceler au lycée Jean Mermoz, il y avait un petit neveu du président Houphouët qui était avec moi au lycée Jean Mermoz. C'était le neveu de Tidiane Thiam, un petit neveu à Tidiane Thiam qui était au lycée Jean Mermoz avec moi. Et le petit neveu de Tidiane Thiam, il y a une chose qui vous a fait mal, c'est que vous auriez voulu que son petit neveu se mette contre moi, qu'il soit contre moi, qu'il m'insulte et qu'il me déteste. Parce qu'à l'époque, mon père était au FPI. Mon père était un opposant au PDCI. Et comme mon père n'était pas dans votre PDCI, le neveu, lui, de Tidiane Thiam, il a été gentil avec moi. Il m'a soutenu au lycée Jean Mermoz. Il n'était pas contre moi. Et ça vous a fait mal. Et ça vous fait tellement mal qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas que Tidiane aille à la présidentielle. Et en plus, vous avez peur qu'il aille sur la tombe de sa mère. Là, je suis désolée, mais vous avez un grave problème et votre état m'inquiète.
Alors là, je tiens un chef-d'œuvre. Je tiens un chef-d'œuvre dans mes mains. Un chef-d'œuvre que j'ai obtenu dans la clandestinité. Oui, dans la clandestinité, et je vais vous montrer ce que c'est. Mais c'est formidable pour moi. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Regardez. C'est un diplôme. Un diplôme que j'ai réussi à obtenir en me cachant. Parce que vous savez que je ne pouvais pas passer de diplôme, parce que sinon, je ne pouvais pas, fallait pas que la NPE sache que je passe des diplômes, parce que la bande de racailles du lycée Jean Mermoz était automatiquement prévenue. Alors donc, j'ai été obligée de passer mon diplôme en me cachant d'une façon clandestine. Je ne pouvais pas passer de diplôme parce que à chaque fois que je passais un diplôme, quand la NPE était prévenue, la bande de racailles du lycée Jean Mermoz automatiquement était prévenue. Oui, la bande de racailles du lycée Jean Mermoz était prévenue et donc j'étais automatiquement cassée et je ne pouvais obtenir aucun diplôme, mais j'ai réussi quand même à obtenir un diplôme en me cachant dans la clandestinité. Et quand j'ai passé mon diplôme, la NPE n'était pas au courant et le lycée Jean Mermoz n'était pas au courant puisque je me suis cachée. J'ai passé mon diplôme, oui, j'ai passé mon diplôme et c'est un diplôme de réflexologie plantaire. C'est un diplôme de praticienne en réflexologie plantaire. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, mais la réflexologie plantaire est une discipline qui fait vraiment du bien. C'est une discipline anti-stress, c'est une discipline qui permet de traiter certains déséquilibres dans le corps, dans l'organisme, et ça marche vraiment bien. Et il y a même des médecins qui se servent de la réflexologie plantaire, mais moi je ne suis pas médecin, mais on n'est pas obligé d'être médecin pour pratiquer la réflexologie plantaire, il suffit d'aller dans une école et de passer le diplôme. Et donc moi j'ai passé mon diplôme de réflexologie plantaire avec une grande école à Paris, qui s'appelle l'École européenne de bien-être, et je vous recommande vraiment cette école parce que c'est une très 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 bonne école. Où vous pouvez obtenir un diplôme de réflexologie plantaire si c'est une discipline qui vous intéresse. Donc malgré ce qu'on m'a fait, j'ai quand même réussi à obtenir un diplôme. Oui, j'ai réussi à obtenir un diplôme. Alors maintenant, j'aimerais quand même dire qu'il y a certains professeurs au lycée Jean Mermoz qui quand même, Dieu merci, m'ont soutenu. Certains professeurs qui ont été courageux et qui m'ont soutenu malgré le fait que j'avais pas mal de personnes contre moi. Il y a certains profs qui n'ont pas suivi ces personnes et qui ont été courageux. Et je remercie ces professeurs. Voilà, je remercie ces professeurs. Et aussi le surveillant général, Monsieur Stiet. Monsieur Stiet, le surveillant général, qui est vraiment un surveillant formidable. Monsieur Stiet, le surveillant général du lycée Jean Mermoz, a été un surveillant formidable qui mériterait même de recevoir le trophée du meilleur surveillant des lycées. Parmi les lycées, en tout cas, il mériterait d'être vraiment parmi les meilleurs surveillants parce que M. Stiet était toujours là. Quand j'étais emmerdée, quand on refusait de me donner mes convocations, M. Stiet a toujours été là pour moi. M. Stiet vraiment s'est démené pour moi et en tout cas aujourd'hui je remercie M. Stiet. Je ne sais pas où il est, j'espère qu'il va bien, j'espère que son épouse va bien, que son fils va bien, en tout cas vraiment que M. Stiet va bien. Et en tout cas franchement je remercie grandement M. Stiet. Oui, je remercie grandement M. Stiet et je connais pas bien sa femme, mais je me rappelle que son épouse en tout cas était vraiment une très très belle femme, en tout cas une femme intelligente, belle et vraiment bien gentille. Et j'ai bien aimé aussi l'épouse de M. Stiet, une belle africaine, une belle femme vraiment très très belle. Voilà, intelligente. Et quand je dis belle, c'est pas seulement la beauté, apparence physique, mais c'est vraiment une femme belle. Voilà, une femme agréable, une femme avenante, vraiment vraiment agréable à approcher. Et j'ai un très bon souvenir également de son épouse et son fils aussi qui était vraiment mignon. Et en tout cas j'espère qu'il va bien. Et il y a un surveillant aussi qui était vraiment bien, c'est Issa. Issa, un surveillant au lycée Jean Mermoz également qui faisait partie des meilleurs surveillants. Issa aussi a été là pour moi quand j'avais des problèmes. Issa m'a vraiment remonté le moral. Issa était vraiment génial et donc aujourd'hui j'ai une pensée pour Issa. Je ne sais pas où il est mais en tout cas j'espère vraiment qu'il va bien. Il y a Madame Aka aussi, Madame Aka qui était bien. Madame Aka qui surveillait l'amphithéâtre à Mermoz aussi. Et en tout cas je pense à toutes ces personnes. Alors aujourd'hui le lycée Jean Mermoz a été repris par un autre directeur. Je ne connais pas le nouveau directeur du lycée Jean Mermoz, je ne l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, je lui fais confiance. Je fais confiance au nouveau directeur du lycée Jean Mermoz. Je sais que le nouveau directeur du lycée Jean Mermoz sera un très bon directeur pour le lycée Jean Mermoz.
Je sais que le nouveau directeur du lycée Jean Mermoz sera un très bon directeur comme Pierre Padovani. Je sais que le directeur du lycée Jean Mermoz va continuer les valeurs de Pierre Padovani. Oui, il va continuer les valeurs de Pierre Padovani, c'est-à-dire la mixité, le partage, la communication, la tolérance, l'égalité. Et ça, ces valeurs de Pierre Padovani, le nouveau directeur du lycée Jean Mermoz va continuer ces valeurs et il va même ajouter encore des valeurs parce que le nouveau directeur du lycée Jean Mermoz va mettre sa touche dans Mermoz puisque lui, il n'est pas Pierre Padovani, même s'il est directeur. Donc, il va y avoir le Mermoz de Pierre Padovani qui va être ajouté au Mermoz du nouveau directeur et ça va vraiment faire une richesse et un tout et une belle image pour le lycée Jean Mermoz. Et cette bande de racailles là, cette bande de racailles qui se disent du lycée Jean Mermoz, ce ne sont pas des Mermoziens. Voilà, ce ne sont pas des Mermoziens. Parce que le directeur du lycée Jean Mermoz, Pierre Padovani, est très connu en Côte d'Ivoire. Et tous les Ivoiriens savent que Pierre Padovani est un homme exceptionnel. Tous les Ivoiriens savent comment Pierre Padovani a permis à beaucoup d'élèves de réussir en sortant du lycée Jean Mermoz, quelles que soient les conditions et quelles que soient les circonstances. Donc toute la Côte d'Ivoire connaît Pierre Padovani. Tout le monde sait qui est Pierre Padovani. Donc ceux qui veulent venir gâter le nom de Pierre Padovani, gâter le nom du lycée Jean Mermoz, cette bande de racailles là, qui se disent des Mermoziens, ces gens-là, ne vous occupez pas de ces gens-là parce que ces gens-là ne sont pas représentatifs de Mermoz. Ce ne sont pas des gens qui incarnent le lycée Jean Mermoz. Voilà. Donc ça, c'est le message que je voulais vous faire passer. Ne vous occupez pas de ces bandes de racailles qui se disent « Ouais, nous, on est de Mermoz ». Ça, ce n'est pas des gens de Mermoz. Ce sont des faux Mermoziens. Ce n'est pas des gens de Mermoz. Les gens de Mermoz, ce sont les gens qui incarnent les valeurs du directeur Pierre Padovani et qui vont incarner les valeurs du nouveau directeur du lycée Jean Mermoz. Voilà. Donc en tout cas, je souhaite vraiment un bon courage au nouveau directeur du lycée Jean Mermoz. Je sais qu'il saura mettre de l'ordre et de la discipline comme Pierre Padovani et qu'il saura assurer les valeurs que Pierre Padovani a commencé et ajouter aussi ses valeurs à lui. Donc ça, c'était mon message que je voulais faire passer et je vous remercie vraiment infiniment. Vivement que la famille Mermoz continue. Oui, que la famille Mermoz continue, que Mermoz retrouve l'amour, la paix, l'entente et la tolérance et que tout se passe bien. Et un bon courage pour toutes les personnes qui iront au lycée Jean Mermoz. Je vous remercie. Dieu merci, j'ai pu bénéficier également d'une formation de qualité dans le marketing relationnel et dans la communication. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour Tidiane, tout va bien, il est très bien entouré, il y a des femmes qui s'occupent très bien de lui, et parmi ces femmes qui s'occupent de lui, il y a sa sœur, Yamousotiam. Donc ne vous inquiétez pas pour Tidiane, tout va bien. Et si Tidiane a envie de retourner en Côte d'Ivoire, il retournera. S'il a envie d'aller sur la tombe de sa maman, il ira sur la tombe de sa maman. Alors, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur qu'il retourne en Côte d'Ivoire et n'ayez pas peur qu'il aille sur la tombe de sa maman.